Alors bonjour tout le monde, j'espère que la pause du dîner s'est bien passée. On va reprendre les travaux dans quelques minutes. On attend juste l'arrivée de Marie-Claude avec nous pour la suite être capable d'enclencher notre dernier bloc du Forum des associations. Alors, je vous reviens dans quelques minutes maximum. Alors, on est bien au bon endroit. On va être en mesure de pouvoir débuter dans quelques secondes. Euh, on vous remercie d'abord de vous être rejoint à nous cet après-midi. Vous aviez le choix entre nous ou la comparution de Donald Trump aux États-Unis. Alors, on vous remercie infiniment de nous avoir choisis. Lorsqu'on regarde les nouvelles, c'est quasiment rendu un téléroman. Alors, il faut prendre ça avec un grain de sel, comme on le dit souvent. Écoutez, je pense qu'on va commencer et notre collègue Marie-Claude va se joindre à nous dès que possible. Mais j'aimerais d'abord d'entrée de jeu vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes maintenant de retour après la pause du dîner. J'espère que celle-ci a été salutaire pour vous. Bienvenue à ceux et celles qui viennent de se connecter pour la première fois avec nous aujourd'hui. Et bon retour à ceux et celles qui, depuis le début de la matinée, sont inscrits à nos ateliers. J'espère que vous avez apprécié d'une part les ateliers de la matinée et surtout les sujets qui ont été traités. Avant le début de l'échange avec mes collègues et complices, comme je les appelle souvent, permettez-moi dans un premier temps de vous les présenter. D'abord, Maître Marie-Claude Perrault, un vice-président de Travail et Affaires juridiques au Conseil du patronat du Québec depuis mars 2022. Et elle cumule une trentaine d'années d'expérience en droit du travail et de l'emploi. Marie-Claude s'occupe des dossiers de relations de travail et ceux en lien avec le régime de santé et sécurité au travail ainsi que tout ce qui en découle. Elle et son équipe sont membres de nombreux comités, dont plusieurs au sein de la CNESST, et Marie-Claude, d'ailleurs, siège en tant que représentante des employeurs au conseil d'administration de la CNESST. Je n'ai pas besoin de vous dire que son expertise est indispensable au positionnement juridique et législatif du Conseil du patronat du Québec. Denis Hamel, lui, est vice-président politique de développement de la main-d'œuvre au Conseil du patronat du Québec depuis 2017. L'expertise de Denis s'est construite d'abord au gouvernement du Québec où il a agi pendant 13 ans comme conseiller économique pour différents ministères. Il a par la suite été directeur général de l'Institut du Chrysotile, directeur des relations gouvernementales à HEC Montréal, directeur général de la Fondation des entreprises en recrutement de main-d'œuvre agricole étrangère, entre autres. Les enjeux associés à la langue française, à l'épineux dossier de l'immigration et à la main-d'œuvre n'ont pas de secret pour Denis. C'est une grande passion qu'il affronte, c'est avec grande passion, pardon, qu'il affronte les défis du marché du travail au quotidien avec son équipe et il est un professeur exceptionnel lorsque vient le temps de nous vulgariser ces enjeux qui souvent sont extrêmement compliqués. Arnaud Champalbert est arrivé au Conseil du patronat en 2019 en tant que conseiller principal en affaires publiques et est passé de directeur à vice-président en affaires publiques et gouvernementales en décembre 2021. Originaire d'un petit village français, Arnaud est arrivé en sol québécois il y a près de 20 ans. Il cumule plus d'une dizaine d'années d'expérience en politique active, en relations médias pour des organisations internationales et dans le monde sportif et en affaires publiques et gouvernementales. Au Conseil du patronat du Québec, Arnaud participe et anime plusieurs tables de réflexion, dont entre autres le groupe G15+, l'Alliance Switch, pour ne nommer que ceux-ci. Alors, mes chers complices, bienvenue et bon après-midi à vous trois. Écoutez, je vais commencer avec Marie-Claude. Alors, je vais juste m'assurer, Marie-Claude, que vos micros sont tous bien ouverts.
On va amorcer quelques discussions d'abord de sujets qui ont touché l'actualité et tu auras l'occasion d'informer les gens qui sont avec nous aujourd'hui de la tenue de ces enjeux-là, de ces sujets qui les touchent, mais surtout qui peuvent avoir de l'influence ou des conséquences sur leurs propres opérations. Alors, on a eu l'occasion, il y a plusieurs mois déjà, d'être interpellé pour le travail des jeunes. Le ministre du Travail souhaitait avoir des orientations du Conseil consultatif du travail de la main-d'œuvre, le fameux CCTM, comme on l'appelle, pour les bénéfices des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous présenter, Marie-Claude, les consensus, les discussions, les rencontres, les consultations qui ont été faites en lien justement avec l'orientation gouvernementale sur le travail des jeunes? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien, tout le monde? Très bien. Bon, merci beaucoup d'être en si grand nombre. Merci de la présentation. En effet, le CPQ, nous avons été impliqués au CCTM dans le cadre d'un sous-comité qui a été formé pour analyser la législation à venir sur le travail des enfants. C'est un travail de minutie qu'on a fait. Ça ne s'est pas décidé sur le coin d'une table. Nous avons fait plusieurs séances de travail. Nous avons eu le bénéfice d'avoir des présentations de la haute direction de la CNESST, de la Commission des droits et de la personne et de la jeunesse, des gens provenant des organismes pour la persévérance scolaire, et j'en passe et j'en passe. Nous avons analysé aussi l'ensemble de la législation applicable et en vigueur chez nos collègues des autres provinces. Et nous avons eu des discussions patronales syndicales, c'était un comité paritaire, où nous avons dû en fait mettre toutes ces considérations-là à profit pour trouver quelle serait la ligne directrice la meilleure, et je le dis comme ça, eu égard à l'ensemble des circonstances, parce que ça ne peut pas être parfait et les jeunes sont différents un de l'autre, mais suite à nos discussions avec nos partenaires, nos collègues syndicaux, nos autres collègues patronaux, nous sommes arrivés à un consensus. Comme je disais, on en est fiers parce que le tout résulte d'un travail vraiment en profondeur qui a été fait dans le dossier. Vous avez vu le projet de loi qui a été déposé, donc l'âge minimal pour le travail qui a été établi à 14 ans, sauf certaines exceptions à venir, 17 heures par semaine entre 10 heures et 10 heures entre le lundi, 6 heures et le vendredi, 23 heures. Donc, c'est ce qui a fait consensus. Nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait des campagnes d'information et de sensibilisation qui soient mises en place et que le régime de santé et sécurité soit modifié pour en tenir compte. Donc, le CPQ est satisfait du projet de loi. Bien entendu, nous serons entendus en commission parlementaire puisqu'il reste quelques éléments à ficeler. Il y a certains groupes qui veulent faire des représentations et nous y serons également pour rendre tout l'éclairage nécessaire pour une décision finale pour le projet de loi. Est-ce que tu as une idée, Marie-Claude, du calendrier législatif? Parce que, comme on l'a vu la semaine passée, le ministre a déposé son projet de loi. Tu l'as mentionné, il y aura la commission parlementaire. Selon toute vraisemblance, le projet de loi, si tout se déroule normalement, devrait être adopté quand? Bien, disons qu'on n'a pas une date définitive. Nous serons appelés dans les prochains jours, voire les prochaines semaines en commission parlementaire. Ce qui semble clair, c'est que le tout devrait être décidé pour septembre lors de la rentrée scolaire. C'est ce que je comprends qui est l'objectif du ministre à cet égard. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Claude. Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre également depuis plusieurs années, j'oserais dire, c'est la fameuse modernisation du régime de santé et sécurité, qui était un des dossiers qui est très important pour l'ensemble de ton équipe. Non seulement pour les interventions qu'on est en train de réaliser et que vous faites sur une base quotidienne, mais également sur les différents comités sur lesquels vous siégez. Plusieurs dispositions, Marie-Claude, sont entrées en vigueur depuis l'adoption le 6 octobre 2021 de la nouvelle loi et d'autres entreront en vigueur jusqu'au 1er janvier 2024. Le programme de prévention des employeurs doit maintenant inclure la prévention des risques psychosociaux au travail, un dossier qui est loin de faire l'unanimité. Est-ce que tu peux nous mettre à jour sur les discussions en cours et sur les points que nous mettons de l'avant auprès de la CNESST
entre autres au bénéfice des employeurs. Oui, absolument, et c'est absolument d'actualité. Alors, en ce moment, même encore ce matin, nous étions en discussion sur la question. Ce qu'il faut retenir de la loi modernisant, là, la LMRSST, c'est que bien que les dispositions sont déjà entrées en vigueur, le travail est loin d'être terminé parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont entrer en vigueur, mais il y a aussi l'application des dispositions déjà sanctionnées, déjà en vigueur. Mhm. Un des sujets, c'est bien dit, ce sont les risques psychosociaux. Pourquoi on parle des risques psychosociaux? C'est que le législateur a introduit une obligation pour les employeurs de s'assurer maintenant de la protection des travailleurs exposés sur les lieux du travail à des situations de violence ou psychologiques, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Et les plans de prévention doivent également les employeurs doivent identifier et analyser les risques psychosociaux liés au travail. Nous siégeons sur les comités qui discutent à l'heure actuelle de la définition des risques psychosociaux. Alors, je veux juste qu'on prenne soin de ne pas penser que c'est aussi large que certains le disent, parce que nous sommes à travailler sur l'encadrement avec la CNSST, les hauts dirigeants, sur l'encadrement de la portée des risques psychosociaux. Ce qui est clair, il y en a 3 qui font consensus. Le harcèlement sexuel, psychologique au travail, la violence au travail, qu'elle soit conjugale ou sur les lieux du travail ou quelqu'un qui est en télétravail et qui l'en subit, ainsi que les chocs post-traumatiques. Ça, je pense que c'est une évidence. Ceux-là feront partie des risques psychosociaux sur lesquels nous allons devoir faire de la prévention. Maintenant, il y a une déclinaison de tous ces risques-là qui incluent et qui vont très loin, que la CNESST a voulu mettre en place, mais nous sommes en discussion, je vais prendre le mot actif à l'heure actuelle, de jour en jour. Nous allons vous tenir informés, mais nous sommes en train de négocier et d'essayer de restreindre ou d'encadrer davantage la portée des risques psychosociaux sur lesquels l'employeur a une responsabilité. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et je sais que tu dois nous quitter rapidement, mais peut-être avant de te laisser partir, Marie-Claude, j'aimerais t'entendre sur un troisième sujet qui a suscité de l'intérêt de la part des médias lorsque nous avons pris position, entre autres sur les travailleurs de remplacement. Et hier, on voyait que Jack Minchin du NPD au niveau du fédéral souhaitait d'une part que le gouvernement du Canada puisse adopter son budget, mais surtout que la loi sur les travailleurs ou les briseurs de grève soit inclus dans celle-ci. Est-ce que tu peux peut-être rapidement nous dresser un peu largement l'état de situation et pourquoi le Conseil du patronat s'est impliqué sur ce dossier qui risque d'avoir des conséquences importantes pour les employeurs du Québec? Oui, je vous résume. Alors, le gouvernement fédéral a mis sur la table la possibilité de modifier le Code canadien du travail. Donc, ça s'applique aux entreprises de juridiction fédérale pour y introduire une interdiction d'utiliser des travailleurs de remplacement en cas de conflit de travail, comme les dispositions que nous connaissons au Québec, qui sont incluses dans le Code du travail du Québec. La raison pour laquelle nous avons fait des représentations, c'est que notre évaluation est que si les entreprises de juridiction fédérale, telles les transporteurs maritimes, ferroviaires, les transporteurs routiers, communications, les banques, étaient en conflit de travail et ne pouvaient poursuivre leurs activités avec des travailleurs de remplacement, ceci aurait nécessairement un impact sur la viabilité ou l'approvisionnement de nos entreprises au Québec, parce que ces entreprises-là pourvoient des services, des biens et des services à nos entreprises de juridiction provinciale. Notre inquiétude, c'est un impact sur l'économie canadienne et sur la viabilité et l'approvisionnement de nos entreprises de juridiction provinciale. Alors, nous sommes bien impliqués et nous savons que cette modification proposée, cette réforme, vient d'une entente entre les libéraux et le NPD. Donc, nous savons que c'est sur la table. Nos informations sont à l'effet que cette modification-là pourrait
entrer en vigueur à quelque part en 2024. Donc, nous allons suivre le tout de près, surtout avec le port de Montréal, Ouais. qui est un endroit privilégié pour l'approvisionnement de nos entreprises. Ben, c'est très important ce que tu mentionnes, Marie-Claude, surtout qu'on l'a vu lors du début de la pandémie, lorsque toute l'économie était freinée en même temps, que les chaînes d'approvisionnement ont été mises à rude épreuve. Et l'implication du CPQ auprès du gouvernement fédéral sur cet enjeu des travailleurs de remplacement vise justement à protéger l'écosystème économique du Québec. Et je pense que c'est important de garder vraiment un œil attentif là-dessus. Comme vous le savez, là, Marie-Claude doit nous quitter, mais sachez que si jamais vous avez des questions et des préoccupations concernant, par exemple, les sujets que Marie-Claude vient de traiter ou autres sujets qui concernent bien évidemment ses responsabilités, je vous invite à ne pas hésiter à nous faire signe, à interpeller Marie-Claude parce que avec Marie-Claude et son équipe, vous avez vraiment une top one de ces domaines d'activité et je pense que le CPQ est extrêmement bien outillé justement avec les compétences et l'expertise de chacun autour de la table et de chacune autour de la table. Marie-Claude, il me reste à te remercier. Je le sais que tu es obligé de nous quitter, mais je veux te souhaiter une bonne fin d'après-midi, mais surtout, merci d'être là pour les employeurs du Québec. Merci beaucoup, puis je vais attendre vos interventions au besoin. On est toujours disponible pour recevoir vos commentaires. Merci beaucoup. Merci, Marie-Claude. Au revoir. Merci. Au revoir. Maintenant, Denis. Denis, nous allons parler du marché de l'emploi, des perspectives, des planifications pluriannuelles sur les seuils d'immigration, parce que oui, cette année, nous en discuterons, et sur la réforme de l'assurance-emploi, qui on aurait aimé voir quelques mots, à tout le moins, dans le dernier budget. Alors, Denis, le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, de la solidarité sociale, pardon, a publié des données récentes sur l'état du marché du travail et de ses perspectives que ton équipe et toi a pris le temps d'analyser. On ne se surprendra pas personne ce matin en disant qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la pénurie de main-d'œuvre, mais quand est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux nous partager, Denis, en lien justement avec cette situation, avec les dernières statistiques, avec les dernières données sur le marché du travail et ce qui nous attend pour les prochaines semaines, les prochains mois et même les prochaines années? Alors, Denis? Ben, merci, Carl. Ben, bonjour à tous et à toutes. Ben, effectivement, les nouvelles données vous surprendront très peu. Toutes les données sur le marché du travail confirment la vigueur du marché de l'emploi. Il est même prévu que le chômage n'augmentera pas significativement dans les prochains mois, quelle que soit l'ampleur de la récession. Au panel économique ce matin, on en parlait des différentes possibilités. Est-ce qu'on est en récession, en ralentissement économique? Mais techniquement, il ne devrait pas y avoir d'impact sur le chômage. Pourquoi? Le Québec est dans une situation inédite de plein emploi. De toutes les provinces canadiennes, le Québec est au premier rang pour le taux d'activité, premier rang pour le taux d'emploi, premier rang pour le taux de chômage, le plus bas, bien sûr, et donc, conséquemment, le plus faible ratio chômeur-emploi vacant. Il y a actuellement 9 chômeurs pour 10 postes vacants au Québec. Alors, on partage ce premier rang avec la Colombie-Britannique. Notre taux de chômage, vous l'avez vu récemment, les chiffres de février, 4,1 le plus bas au Canada, un des plus bas dans l'histoire du Québec. Le creux est arrivé en janvier dernier, en janvier 2023, à 3,9 Alors, juste pour vous dire qu'il y a très, très peu de monde en recherche d'emploi. De fait, ce taux de chômage-là, ce plein emploi-là se vérifie dans 15 des 17 régions administratives du Québec. Il n'y a que la région de Montréal et le Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, où le taux de chômage est supérieur à 5 qui est le niveau normal là, du plein emploi. Donc, on a récupéré effectivement tous les emplois perdus durant la pandémie. Et plus, il y a plus d'emplois maintenant qu'avant la pandémie. Et surtout, c'est que cette reprise-là s'est faite dans tous les sous-groupes d'employés. On a beau décortiquer par âge, par sexe, né au Québec, né à l'étranger, tous les groupes ont un plus gros taux d'emploi maintenant qu'ils l'avaient avant la pandémie. Et particulièrement chez les immigrants récents. Vous savez, on a souvent dit que les immigrants peinent à se trouver un emploi, c'est plus difficile pour eux autres. Le taux d'emploi dans la dernière année a augmenté beaucoup. Et les jeunes de 15 à 19 ans, on en a parlé ce matin, Marie-Claude en a parlé tantôt, ce qui a amené le gouvernement à légiférer parce que les jeunes de 15 à 19 ans sont beaucoup plus importants maintenant sur le marché du travail qu'ils l'étaient avant la pandémie. Maintenant, comme le marché de l'emploi repose sur des perspectives démographiques, bien,
l'Institut de la statistique du Québec a récemment mis à jour ces données et ce n'est pas toujours encourageant parce que ce qu'on voit, c'est que la population dit en âge de travailler, les 15-64 ans, elle va continuer à décliner en proportion de l'ensemble de la population et ça jusqu'en 2065. Donc, on n'est pas à la veille d'avoir une solution à notre pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr qu'à partir des années 30, ça va se stabiliser, mais reste néanmoins que le nombre de personnes appelées à travailler va diminuer encore pour une bonne quarantaine d'années. Ce qui est une bonne nouvelle pour nos jeunes qui n'auront pas de misère à se trouver un emploi, mais qui est complexe pour les employeurs. Et c'est à peu près tous les métiers. Quand Emploi Québec regarde les différents métiers, ils font une analyse à chaque année des 500 métiers et professions là, parmi les CNP. On voit qu'il y en a à peu près 6 sur 10 qui vont être en déficit léger ou déficit important. Alors, 6 professions sur 10 vont l'être. Donc, en conséquence, la pression est très, très forte pour les employeurs parce que les employés ont le gros bout du bâton quand vient le temps de se chercher un emploi. Est-ce que, Denis, est-ce qu'on peut dire que la situation ici au Québec, elle est pire qu'ailleurs, elle est comme partout ailleurs ou elle est mieux qu'ailleurs dans le monde? Bien, si on regarde au niveau post-vacant et démographie, on est malheureusement parmi les pires. Même quand on se compare au Canada, dans les autres provinces où il y a rareté de main-d'œuvre, c'est généralisé dans le monde occidental. Mais comme notre population vieillit plus vite, c'est pire ici. Et par rapport aux autres pays de l'OCDE. Puis on a vu aux États-Unis aussi, il y a eu un phénomène bien différent où les gens ont changé d'emploi, mais beaucoup ont quitté le marché du travail. On n'a pas ça ici. Et ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est le phénomène où les gens se dirigent vers les secteurs où les salaires sont plus élevés et délaissent les secteurs où les salaires sont en bas de la moyenne. Puis je vais vous donner un exemple. Il y a actuellement à peu près 6 des postes qui sont vacants au Québec. Et quand on regarde des postes où les salaires sont plus élevés, c'est à peu près 4 et lorsque les salaires sont en bas de la moyenne, on est autour de 7 Donc, ce qui nous amène deux défis assez importants pour les employeurs, c'est cette transition du marché du travail des emplois moins bien rémunérés et vers les emplois rémunérés. Et en même temps, les futurs emplois, ceux qui se pointent actuellement et ceux qui sont plus difficiles à pourvoir, demandent des connaissances de niveau soit technique, collégial ou universitaire. Donc, on a aussi un déplacement qui nous amène à une plus forte formation, un rehaussement des compétences. Si on regarde, Denis, justement par rapport aux défis auxquels on est confronté, en lien avec la courbe démographique, comme tu viens de l'expliquer, les compétences, la formation, du côté de l'emploi, là, et on est très actif à la Commission des partenaires du marché du travail, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux programmes ou de nouvelles mesures d'importance pour justement aider les employeurs à surmonter cette pénurie de main-d'œuvre qui, malheureusement, il faut le rappeler, fait en sorte qu'un employeur sur deux refuse des contrats parce qu'ils n'ont pas les employés pour être capables de les rencontrer. Et près d'un employeur sur deux reporte ou cancelle des projets d'investissement. Alors, est-ce qu'il y a des programmes ou des nouveaux programmes auxquels on doit s'attendre pour aider justement les employeurs à faire face à cette situation qui est très, très, très difficile? Bien, effectivement, ce qui nous amène à ce qu'on a sur le radar auprès des différents gouvernements. Et puis, pour répondre à ta question, ce qu'on voit actuellement, ce qu'on décode du dernier budget et des coupures importantes que le gouvernement a imposées aux organismes en employabilité, c'est que le gouvernement ne semble plus vouloir mettre l'accent sur l'augmentation des bassins de main-d'œuvre. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce que les chiffres le montrent, on dit, bon, 50 de la future main-d'œuvre, c'est les jeunes, 24 l'immigration, 24 à peu près l'augmentation du bassin de travail. Mais on est déjà à des sommets très, très, très élevés. Je l'ai mentionné, parmi les pays de l'OCDE, on a le plus haut taux d'activité chez les 15-55 ans. Donc, il reste presque plus de marge de manœuvre. Puis le gouvernement, sans dire qu'ils ont lancé la serviette, mais ne semble pas vouloir miser sur l'augmentation des bassins de main-d'œuvre, peut-être à l'exclusion des travailleurs d'expérience, où on a un rattrapage quand même qui peut se faire assez rapidement. Mais le gouvernement mise surtout sur robotisation, automatisation, transformation numérique. Ça a été mentionné dans 2 des 3 panels ce matin. Le nouveau cheval de bataille du gouvernement, c'est la productivité.
Donc, on peut s'attendre à ce que les programmes existants, puis même les derniers qui ont été créés à la Commission des partenaires du marché du Ouais, travail et chez Emploi Québec, visent de manière générale plus le rehaussement des compétences plutôt que d'aller chercher des bassins plus sous-représentés sur le marché du travail. Puis peut-être l'autre mauvaise nouvelle aussi pour les employeurs, c'est que le gouvernement réitère constamment sa volonté, ses objectifs qu'il y a dans son opération main-d'œuvre, c'est-à-dire de mettre l'emphase sur les secteurs que lui-même a identifiés comme ouais. étant prioritaires, la santé, les services sociaux, l'éducation, les services de garde. Le gouvernement va se servir lui-même d'abord, avant aussi de répondre aux besoins de main-d'œuvre du secteur privé, mais encore là, il privilégie les technologies de l'information, génie, construction. Ouais. Des secteurs qui lui sont utiles, si on peut le dire de cette façon. Exactement. On m'a dit souvent, le gouvernement est aux prises avec la pénurie de main-d'œuvre. Il l'a réalisé lui-même, mais malheureusement, il s'est doté d'outils, on ne sait pas s'ils vont être efficaces ou non, mais qui vont faire en sorte que ça va amener beaucoup de monde dans le secteur public. Excellent. Denis, Mhm. peut-être en terminant rapidement, on a entendu parler souvent dans les médias et j'ai moi-même été interpellé à plusieurs occasions sur le phénomène qui se produit aux États-Unis qui appelait la grande démission. Alors, les gens quittaient leur entreprise pour soit retourner dans d'autres secteurs ou tout simplement quitter le marché du travail. On ne semble pas avoir le même phénomène ici au Québec. Qu'en est-il exactement, Denis? Ben non, pas du tout. Et ça, je vais reprendre une expression de l'Institut du Québec. On n'a pas la grande démission au Québec, on a eu le grand déplacement. Oui. Je l'ai effleuré tantôt, euh, où les gens, on le voit, là, les gens sont plus présents sur le marché du travail qu'avant la pandémie. Donc, il n'y a pas eu de grande démission. Donc, peu de gens ont quitté le marché du travail, même presque pas. En tout cas, ils ont été largement remplacés par ceux qui sont rentrés. Euh, mais ce qu'on voit effectivement, en 2021, le salaire moyen au Québec a fait un bond de 7. Et ça, Mhm. ce n'est pas parce que les gens ont donné 7 d'augmentation de salaire, c'est que le marché de l'emploi est tellement ouvert, tellement facile que les gens se sont déplacés, les employés se sont déplacés des secteurs où ils gagnaient moins vers des secteurs beaucoup plus rémunérateurs. Donc, ça a fait augmenter le salaire moyen de 7. Alors, ça aggrave cette pénurie de main-d'œuvre Ouais. dans les secteurs où les conditions salariales sont moins intéressantes. Puis paradoxalement, c'est ces secteurs-là qui ont le plus souffert de la pandémie. Donc, j'allais dire, ce grand déplacement-là ne s'est pas fait à l'avantage de certains secteurs. Je vais vous donner un dernier chiffre. Dans les postes demandant peu ou pas de qualification, il y a 3 postes vacants pour un chômeur, alors que dans les postes demandant un diplôme universitaire, on a actuellement 2 chômeurs pour un poste vacant. Alors, vous voyez comment ce retournement de situation s'est produit assez rapidement. On dit souvent, Denis, que les chiffres sont têtus. Alors, tu nous fais la démonstration éloquente qu'effectivement, le marché du travail est extrêmement difficile pour les employeurs et tout cela, d'une certaine façon, contribue à maintenir cette pression inflationniste là, qui, malheureusement, affecte toute la population. Alors, Denis, merci beaucoup. Maintenant, du côté d'Arnaud, on va aller aux affaires gouvernementales avec, entre autres, un focus sur le développement durable. Parce qu'on le voit, le développement durable, vous l'entendez dans vos secteurs respectifs, on en parle à tous les jours. Dans certains cas, c'est un peu plus abstrait, dans d'autres cas, c'est beaucoup plus précis. Mais il y a de plus en plus de politiques gouvernementales ou de programmes gouvernementaux qui sont en lien directement avec justement le développement durable, la transition verte, etc. Alors, Arnaud, est-ce que tu pourrais nous informer par rapport, entre autres, aux gros projets dans l'agenda des gouvernements sur lesquels toi et ton équipe, vous surveillez de près ou vous faites des interventions? Merci, Carl. En effet, c'est un vaste sujet. On fait beaucoup d'interventions, soit sur des projets très précis qui touchent le développement durable, soit même au niveau de projets plus classiques. Lors d'un budget, on a toute une partie de recommandations qui touchent le développement durable. Donc, une représentation à temps plein, je pourrais dire, pour le CPQ, qui est impliqué depuis longtemps sur ce sujet-là, depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a des projets très précis et vous ne serez pas surpris que je vous parle de la consultation à venir sur l'énergie dont on a beaucoup entendu parler. Ça va être un gros morceau qui va faire l'objet de beaucoup de discussions. On a peu de détails à ce stade-ci. On sait que le ministre Fitzgibbon a parlé d'une consultation au printemps
pour un projet de loi à l'automne. Pour nous, c'est l'occasion de réitérer plusieurs principes qu'on porte depuis maintenant plusieurs années. Tu as déjà entendu la bonne énergie au bon endroit. Ouais. On ne peut pas tout électrifier. Donc, c'est sûr que dans cette réflexion sur l'énergie, on doit avoir ces principes pour pouvoir répondre aux différents usages. On va parler de la part des énergies renouvelables, certainement, qui doivent compléter l'offre électrique. La question de l'hydrogène aussi, hein, plusieurs se prononcent là-dessus. Est-ce que ça va répondre à plusieurs usages ou des usages très précis? On est encore en train de discuter sur cette question-là. Mais pour nous, ce projet-là, c'est l'opportunité de maximiser le potentiel que représente l'hydroélectricité au Québec et de fournir à nos entreprises les moyens de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, d'attirer certainement des projets intéressants venant de l'étranger pour attirer des investissements au Québec qui vont soutenir le développement de notre économie. Donc, pour nous, il y a un avantage et ça va être une bonne discussion parce que c'est sûr que nos entreprises vont bénéficier, peuvent se démarquer à l'international grâce à notre énergie. Je ramène le contexte international. Ouais. L'Europe nous parle beaucoup d'ajustement carbone à la frontière. Les États-Unis en parlent aussi. Et pour nous, c'est sûr que nos entreprises doivent doivent se mettre en place tout ce qui leur permettra de se démarquer. L'énergie, ça en fait partie et on pense que ça peut nous permettre d'aller chercher des nouveaux marchés malgré des barrières à l'entrée qui seraient mises, pas pour réduire l'accès au marché d'entreprises québécoises. Ça s'adresse davantage à la Chine quand l'Europe parle d'un ajustement frontière à carbone. Mais pour nous, se préparer à ça, ça passe notamment par l'énergie et nos entreprises en sortiraient gagnantes si elles peuvent s'appuyer sur ce trésor national, si je peux le qualifier ainsi. Et tu as vu au contexte international, l'Europe, je ne sais pas si tu as entendu parler, hier parlait de doubler la production d'énergie renouvelable. Ouais. Donc, chaque pays se mobilise pour décarboner les énergies, permettre à leurs entreprises d'être compétitives dans un nouveau contexte. Si tu me permets, je t'amène de manière un peu plus Ouais. transversale. Plusieurs gouvernements, les gouvernements du Québec et du Canada parlent beaucoup de transition juste. À Glasgow, à la COP 26, les États se sont engagés à appuyer les principes de la transition juste. Pour nous, c'est d'amener dans cette discussion sur la transition juste, qui est beaucoup axée sur les emplois, d'amener l'autre partie qu'on entend un peu moins, c'est la stratégie pour garantir la vitalité économique des entreprises et des communautés. Pour nous, il doit y avoir un angle régional qui doit être pris en compte pour s'assurer qu'on soutient l'économie des régions dans cette transition-là et qu'on ne parle pas forcément de perte d'emploi comme certains le font. Ça va au-delà de ça et c'est le discours qu'on ramène. Pas de projet de loi précisément, mais on est en représentation au cas où les gouvernements iraient de l'avant avec ces initiatives. En rafale, la question du financement du transport collectif, la ministre Ouais. Guilbault en a beaucoup parlé. On en parle également. Pour nous, il faut qu'on rétablisse un petit peu qu'on pérennise le financement du transport collectif qui repose beaucoup sur les villes en ce moment, qui n'ont pas forcément tous les moyens de pouvoir le soutenir financièrement. La ministre Guilbault est en tournée à parler de certaines initiatives qui pourraient demander aux entreprises d'être davantage mises à contribution. Sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose qu'on garde à l'œil. L'économie circulaire, l'écofiscalité, de manière très transversale, j'en parlais dans les budgets. Pour nous, c'est aussi des éléments qu'on partage au gouvernement. La circularité du Québec est à environ 3%. La Hollande est à environ 25%. Beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Et des classiques, on a beaucoup parlé du projet de Sonia Lebel, d'ajouter des critères dans les appels d'offres. Ouais. Donc, comme tu peux le voir, il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'amener des recommandations qui vont aider nos entreprises à prendre ce virage vert et à transformer ce défi en opportunité. Je pense qu'il faut le rappeler d'ailleurs, Arnaud, parce qu'il y a déjà, je dirais, plus d'un mois, lorsque le ministre Fitzgibbon, entre autres, a déployé le projet de loi, si ma mémoire est bonne, 2, c'était pour la tarification, le gel des tarifs pour les consommateurs, les citoyens plafonné à 3 %. Il y avait quand même des conséquences extrêmement importantes pour les entreprises, ce à quoi nous nous sommes positionnés rapidement il y a plus d'un mois pour demander justement au gouvernement de faire en sorte que les entreprises puissent également avoir leur augmentation tarifaire
gelé à un niveau de l'inflation parce que dans certains cas, c'est plus de 7 d'augmentation. Dans d'autres cas, c'est plus de 6 d'augmentation. Donc, les conséquences économiques sont déjà difficiles pour les entreprises. On le voit d'ailleurs avec la présentation que Denis nous a faite sur l'employabilité ou la pénurie de main-d'œuvre. Alors, la tarification électrique, effectivement, fait partie des conséquences qui peuvent nuire à l'économie de nos entreprises. Alors, c'est extrêmement intéressant, Arnaud, ce que tu mentionnes. J'ai une question qui nous provient d'un participant Oui. concernant le SPIDI. Le SPED, le SPIDI, on s'entend, le Ouais. système de plafonnement et d'échange de droits d'émission des émissions de carbone. Le calendrier devrait sortir sous peu, ce printemps, pour des consultations du MELCC cet été. Par hasard, est-ce que tu en as entendu parler et as-tu un peu plus de détails? J'en ai rapidement entendu parler. J'ai pas énormément de détails. C'est un dossier que je travaille beaucoup avec Norma, très technique. Je n'ai pas la capacité de rentrer dans les technicalités comme Norma le fait, mais pour nous, c'est certainement quelque chose sur lequel on peut améliorer la formule. Il y a des éléments positifs au marché du carbone. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Tout ça dans un contexte où le fédéral a aussi mis en place une certaine forme de marché du carbone. Ouais. Pour nous, l'important, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas un désavantage pour nos entreprises comparativement à d'autres entreprises dans d'autres provinces, qu'on puisse avoir au moins cette capacité de compétitionner avec les mêmes règles. Et le marché du carbone, il y a plusieurs questions en suspens. Faut-il élargir à des entreprises de plus petite taille notamment? Donc, vaste sujet. On va certainement se positionner là-dessus. Et Norma, je pense, pourrait en faire un webinaire à elle toute seule sur les technicalités qui entourent tout ce projet-là, dans un contexte où on est surtout... Il faut garder en tête que ça a un impact sur nos entreprises, mais nos entreprises sont tournées vers les exportations. Le Québec exporte beaucoup, donc il faut qu'on garde cette sensibilité de rester compétitif tout en entraînant des changements de comportement et de modèle d'affaires avec l'outil que représente le marché du carbone. La bonne nouvelle, lorsqu'on est en direct comme ça, Arnaud, on peut faire intervenir d'autres participants. Je vois Norma qui est avec nous. Norma, est-ce que tu peux rajouter quelques éléments sur ce qu'Arnaud vient de mentionner? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, c'est pas grave, ça arrive quand on est en direct, vous le voyez. Peut-être un dernier sujet, Arnaud, parce que le temps file rapidement. On entend parler beaucoup de l'IRA. Non le groupe européen, là, mais l'Inflation Reduction Act. Ça inquiète plusieurs de nos membres et dans la communauté d'affaires tout particulièrement. C'est l'imposant plan d'investissement dans le développement durable du côté du gouvernement américain. Est-ce que tu peux nous en dire, est-ce que tu peux nous parler de ce sujet-là et en même temps peut-être faire un lien, entre autres avec le budget du gouvernement fédéral de la semaine dernière? Ben, certainement, et je pense que plusieurs de nos participants ont entendu parler de l'IRA. C'est le terme pour dire à la mode en ce moment. Le plan Biden, colossal. On parle de 370 milliards de dollars investis dans l'énergie et la lutte contre les changements climatiques, mais ça va au-delà. On parle même d'un virage en termes de politique industrielle plus que d'une politique environnementale ou de transition énergétique. Pour nous, il y a du positif, il y a du négatif. Le Québec est un partenaire de choix des États-Unis qui est inclus dans la zone de libre-échange. Il y a du positif. On a fait une analyse avec l'Alliance Switch pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait comme impact au Québec, ce plan mastodon que notre voisin a mis en place. On voit que certaines filières comme la production de composantes de batteries ou d'éoliennes qui bénéficieront d'un crédit d'impôt important aux États-Unis peuvent être affectés au Québec dans la compétitivité des entreprises établies au Québec dans ces filières-là. Et il y a aussi des critères pour les favoriser dans les appels d'offres. Donc, il y a un appel d'air qui fait en sorte que les investissements peuvent se déplacer de manière importante aux États-Unis. Et pour nous, la réponse du fédéral était la bienvenue. C'est un bon pas en avant en proposant notamment des incitatifs financiers qui visent à attirer ces investissements et à contribuer au développement d'une économie plus propre. On parle de 80 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Quelques exemples, l'instauration d'un crédit d'impôt remboursable de 15% pour les investissements dans l'électricité propre, un crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres, des investissements de la Banque d'infrastructure, 10 milliards en énergie propre et 10 milliards dans les infrastructures vertes. Donc, sans aller dans le détail, ça fait beaucoup d'éléments
en réponse. Je te dirais, c'est le début de l'histoire parce que l'Europe est en train de réagir à ça. Les pays vont mettre en place des nouvelles mesures pour contrer le plan Biden. Quel impact ça aura, quel effet ça aura sur les entreprises du Québec notamment. Pour nous, les gouvernements ont encore du chemin à faire, à voir aussi comment le gouvernement fédéral va pouvoir embarquer les provinces dans cette réponse. Je pense que ça passe aussi par une exécution et une coordination optimale pour répondre aux enjeux. Mais c'est sûr que l'enjeu à travers l'IRA, c'est de s'assurer qu'on ait toujours un marché local pour des entreprises qui se verraient un peu plus coupées du marché de nos voisins du Sud. Vaste question, beaucoup d'investissements, mais à mon avis, il va y avoir des éléments à mettre en place pour répondre à la hauteur de l'enjeu dans le futur. Alors, merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Denis, c'était extrêmement intéressant. D'abord, c'est déjà la fin de notre 4e édition du Forum des associations. Aujourd'hui, on a fait le tour de plusieurs sujets qui, on l'espère, vous serviront dans vos propres interventions. Si vous avez manqué un atelier que vous auriez aimé écouter, sachez qu'ils ont tous été enregistrés et qu'ils seront disponibles sur notre site Internet dès demain. Je tiens à remercier tous nos partenaires collaborateurs, entre autres Norton Rose Fulbright, Desjardins, Manuvie, Industriel Alliance, Ryan Affaires publiques, les Alliances Switch, l'Institut du Québec, Produits forestiers résolus, ainsi que nos partenaires annuels que vous voyez à l'écran. Finalement, un grand merci à nos membres associatifs. Les membres associatifs, je le répète souvent, sont composés d'associations sectorielles de tous les secteurs, tout aussi pertinentes les unes que les autres. C'est grâce à la combinaison de nos réseaux, de nos membres que nous arrivons à être ce grand réseau représentant les employeurs. Votre apport est essentiel à notre mission et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir du soutien dans les dossiers qui vous préoccupent pour lesquels nous avons de l'expertise autour de la table. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une belle fin d'après-midi, à vous souhaiter des joyeuses Pâques pour la fin de semaine et soyez prudents demain sur les routes. Semble-t-il qu'il va y avoir du grésil, de la neige et même du verglas. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous tout au cours de la journée. Au revoir.